What's up, bro? Oui, je sais, mon maquillage est raté. Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce 26e simple podcast. Et aujourd'hui, on aborde la question: qu'est-ce que le quatrième mur? De quand date le concept et à quoi ça sert aujourd'hui? Et j'en profite pour vous glisser une petite information: j'inaugure une nouvelle chaîne qui s'intitule Côté Théâtre, dédiée exclusivement au théâtre. Je vous en reparle à la fin de la vidéo. Vous le savez, ça commence à faire un bout de temps que les théâtres et autres salles de spectacle, musées, cinéma, restaurants, bowling, etc., la liste est trop longue, sont fermés. Mais comme moi je suis comédien, j'avais envie pour une fois de m'arrêter sur un sujet qui concerne le théâtre directement. Bah ouais, finalement, à part mes vidéos sur Hamlet, c'est un sujet que j'ai quasiment jamais abordé. Et une des questions qui se pose, c'est comment continuer à jouer dans les conditions actuelles. Et comment convaincre non seulement le gouvernement et le conseil scientifique, mais aussi les potentiels éventuels employeurs, que le spectacle pourra se dérouler dans des conditions sanitaires convenables, acceptables. Il y a d'ailleurs pas mal d'incompréhension et de colère du côté des praticiens du spectacle, qui ont le sentiment de s'être déjà pas mal adaptés à la crise sanitaire, et d'être malgré tout confrontés à une interdiction de pratiquer. Encore une fois, c'est vrai pour les restaurants, etc. Mais voilà. Ce qui ressort de leurs différentes interventions, c'est le sentiment de décalage entre ce qui se passe dans le métro, dans les avions, dans les écoles, les entreprises, et les mesures qu'on attend des théâtres. Presque comme si, d'ailleurs, aucune mesure n'était susceptible de suffire à leur réouverture. Bref, en ce moment, bon nombre d'artistes, de créateurs et de créatrices en tout genre, mais aussi d'individus exerçant des métiers qui font vivre le monde du spectacle, ont le sentiment d'être confrontés à un mur. Quelle transition formidable, n'est-ce pas? Or, l'envie de faire théâtre, faire spectacle, est forte, réelle. Il y a aussi une peur, exprimée clairement ou non, que le monde de la culture ne survive pas, ou peu, ou mal, ou au rabais, à la crise sanitaire et à la fermeture de, 95% des lieux de culture? Ce chiffre n'est appuyé par aucune donnée scientifique, c'est juste un ressenti. Bon, ok, au moins les bibliothèques et les librairies sont ouvertes. Mais donc, voilà, une des questions actuellement, c'est comment faire spectacle dans ces conditions? Comment faire théâtre autrement? Et là, je vais vous parler de ce qui m'a donné envie de faire ce sujet de vidéo. Mon entourage aime bien me confier des articles, des émissions, des documents sur l'univers du théâtre. Et là, le 10 février, désolé je devais sortir la vidéo plus tôt, on m'a communiqué cette première page du Parisien, Île-de-France et Oise. Je ne fais pas de la pub, je cite juste ma source. Du théâtre sans postillon grâce à la vitre anti-Covid. Et je me suis mordu la langue en le disant. Cette compagnie, la compagnie Théâtre en Stock, que je ne connaissais pas, a imaginé, conçu et fait réaliser un mur en plexiglas pour jouer. Un mur constitué de 4 panneaux de plexiglas à disposer entre eux et le public. En l'occurrence, en ce moment, la compagnie se produit dans des écoles. Enfin, dans les écoles qui n'ont pas carrément tout annulé parce que ça a quand même été massivement le cas. Moi-même, je devais jouer dans des écoles cette année. Et puis, du jour au lendemain, plus rien. Et alors, cette compagnie, je sais pas s'ils sont les premiers, mais en tout cas, ils ont eu l'idée de contacter les médias, et donc c'est d'eux que je vais parler, puisque c'est d'eux dont j'ai entendu parler, en toute logique. Le journal appelle donc ça une vitre anti-Covid, c'est maintenu par des poids, parce que imaginez, sinon il y a le panneau qui tombe et qui aplatit un élève, ça ferait con quand même, avouez que ça la foutrait mal. Et apparemment, c'est ce mur qui aurait constitué un argument décisif auprès des employeurs, écoles, mairies, etc., pour maintenir les dates de représentation de la dite compagnie. Alors, question, est-ce que c'est ça l'avenir du théâtre? Bah déjà, à mon sens, ça pose des grosses questions en termes de son. Je sais pas ce que ça donnait en école, j'étais pas sur place, mais vous avez déjà eu une expérience où vous êtes derrière un guichet, et il y a de l'autre côté quelqu'un, hein, voilà, avec justement une de ces fameuses vitres en plexiglas. Mais alors, dites-moi si c'est juste moi, mais en fait, on entend et on comprend que dalle, non? Des deux côtés, le son vient s'écraser contre le plexi et vous l'entendez surtout une fois qu'il a rebondi un peu partout dans la pièce. Et donc, quand même pas mal atténué. Et généralement, la blague, c'est qu'on entend tellement mal qu'on est obligé de se décaler de la plaque en plexiglas. Sur la gauche, là où il n'y a pas de plexi. Et donc oui, dans le cas des boutiques ou des guichets, pour moi, les vitres en plexi, c'est un exemple typique des fausses bonnes idées qu'on a développées pendant cette pandémie. Je n'ai pas assisté à une représentation derrière une vitre en plexi, mais je me dis quand même qu'il y a de fortes chances pour que le son soit un petit peu atténué, quand même. Bon, mais là, ça va, on est dans une petite salle, on est dans une école, ça va.
Mais dans un théâtre un peu plus grand, bon, ok, il y a toutes sortes de théâtres, c'est vrai, il y en a pour tous les goûts, toutes les architectures, on est bien d'accord. Mais deux choses. Soit l'acoustique était déjà pas dingo, et dans ces cas-là, à mon avis, si on rajoute une vitre, on est foutu. Soit la salle a été conçue plus ou moins dans un souci acoustique, et la vitre risque précisément de tout gâcher. Je m'explique. Prenons un amphithéâtre à la romaine. Si vous n'en avez jamais visité, je vous invite à le faire, il y a des endroits où c'est gratuit. Et donc si vous y allez, je vous invite à vous mettre sur scène. Plus précisément, à un endroit précis au centre du demi-cercle, qui est souvent d'ailleurs indiqué aujourd'hui, et de parler, même doucement. Eh bien, si un spectateur se met sur les rangs du fond, il vous entendra quand même. C'est un simple principe acoustique qui est à l'œuvre. Le théâtre lui-même, tel qu'il est architecturé, sert de haut-parleur. C'est simple, c'est comme votre bouche. A priori, on vous entendra moins bien si vous plaquez votre main devant. Oui, on pourrait aussi tomber le panneau en plexi et jouer avec des masques. Mais franchement, ça marche pas. C'est déjà hyper galère dans la vie quotidienne pour se comprendre avec, parce que ça atténue un peu le son, et puis que ça l'altère, mine de rien. Et puis, mine de rien, on s'aide vachement des mimiques des gens et des mouvements de leurs lèvres pour comprendre ce qu'ils disent. Alors, une solution qui verra probablement le jour, c'est de jouer derrière la dite vitre en plexiglas, mais avec des micros HF par exemple. C'est les micros qu'on retrouve souvent dans pas mal de productions théâtrales déjà d'ailleurs. Il y a des solutions qui existent, donc mettons pour le son, ça passe. Mais, et les lumières ? Déjà, là, sur la photo, on jongle un peu entre les reflets sur la vitre et la scène qui se joue derrière. C'est comme une vitre. Si je l'éclaire très fort, je ne verrai pas ce qu'il y a de l'autre côté. De même que, habituellement, au théâtre, les comédiens et les comédiennes ne vous voient pas, vous, public, quand ils jouent sur scène. Sauf si le public est éclairé lui aussi. Bah oui, si on a toute la lumière des projecteurs dans les yeux, et que vous, public, vous êtes plongé dans le noir, bah on vous voit plus, ou en tout cas, on distingue certainement pas votre visage. Hein. Au mieux, on aura peut-être quelques silhouettes de tête. Au mieux. Dans les 2-3 premiers rangs. Sauf quand vous sortez votre portable. Là, oui, si vous pensez regarder juste l'heure discrètement, oubliez, parce que on voit que ça. L'équipe, le public, tout le monde. Alors là, les reflets, ça passe encore, parce qu'on est dans une école, et qu'il y a à peu près la même lumière d'un côté et de l'autre de la vitre. Mais dans un théâtre, comment feraient les concepteurs et les conceptrices lumière ? Bon, en vrai, ils s'adapteraient, je pense. Mais, disons, ça paraît quand même un peu compliqué. Si les lumières viennent de face, il y a des chances pour que le public ne voit plus que des auréoles de lumière un peu partout sur le plexi, non ? Et si elles viennent de la scène vers le public, eh bien cette fois-ci, au contraire, le public risque d'être aveuglé, non ? Autant que quand on est comédien et qu'on a des projecteurs dans les yeux. Après, peut-être que des lumières latérales feraient l'affaire. Ouais. En tout cas, moi je suis comédien, je suis pas ingé ni concepteur lumière. Alors j'invite d'éventuels concepteurs ou conceptrices à me compléter dans les commentaires. Tout ce que je veux dire ici, c'est surtout que ce qui marche en école ne fonctionnerait pas nécessairement dans un théâtre. C'est vraiment tout, parce que c'est cool, cette compagnie a trouvé un moyen de continuer à faire ses dates, et trop bien quoi, en fait. Et puis il y a un autre truc, c'est que ça m'étonnerait, comment dire ça, que la vitre en plexiglas s'intègre harmonieusement à tout un tas de choix de mise en scène. Et le théâtre de rue ? Bah, pourquoi pas une vitre de plexiglas pour du théâtre de rue ? Pourquoi pas, oui. Mais bon, j'ai l'impression que c'est un peu antinomique de ce qui pousse les artistes de rue à jouer dans la rue, justement. Aller vers les gens, tout ça. Mais donc, vous me direz, quel est le rapport avec le sujet de cette vidéo ? Qu'est-ce que le quatrième mur ? Eh ben, mettre une vitre en plexiglas au milieu d'un théâtre, c'est littéralement placer un quatrième mur. Donc en fait, on fait pas plus au cœur du sujet que ça. Le quatrième mur, c'est une expression très répandue dans le théâtre occidental. C'est vraiment l'idée que la scène forme 4 murs. Celui du fond, les 2 des coulisses, et un quatrième, invisible, imaginaire, qui séparerait la scène du public. De la sorte, nous, spectateurs et spectatrices, nous sommes les voyeurs et les voyeuses d'une scène de vie réelle, ou pas, et qui se déroulerait devant nous, voire en fait malgré nous. L'idée, elle vient d'où ? En tout cas, en France, voire dans le théâtre occidental, elle vient de Denis Diderot, ce philosophe de la période qu'on nomme siècle des Lumières, grossièrement le XVIIIe siècle. Diderot, entre autres cofondateur de l'Encyclopédie avec d'Alembert, mais aussi d'un texte fondamental pour le théâtre occidental, le Paradoxe sur le comédien. En gros, à l'époque de Diderot, en France, question genre théâtraux, on n'a pas tellement le choix. C'est soit comédie, soit tragédie.
Oui, je sais, on pense encore souvent que ça se limite à ça encore aujourd'hui, mais c'est plus du tout le cas. Parce que depuis des genres théâtraux, on en a inventé, je sais pas, des centaines, au moins des dizaines. Et même avant, il y en avait plein d'autres, hein, des pastorales, des tragicomédies, des mystères, etc. Mais tout ça, à l'époque, c'est révolu, et donc il n'y a, à l'époque de Diderot, plus que des comédies et des tragédies. Tristesse. Diderot, il arrive et il dit « Moi, je veux un genre nouveau. Le drame. » Répertorié aujourd'hui sous le nom de drame bourgeois. Mais Diderot, lui, il appelle ça surtout le genre sérieux. Donc, vous voyez, en fonction du nom qu'on choisit, on dit pas la même chose. Et il dit « Ça sera un intermédiaire entre la comédie et la tragédie. » Et en fait, il voulait inventer un genre mixte pour mieux représenter son époque. Donc, on a des personnages bourgeois, dans une esthétique voulue réaliste, et où le but, c'est de parvenir à une morale. Et l'outil pour y parvenir, c'est de tout faire dans un registre pathétique. Le maître mot, c'est le réalisme. C'est vraiment révolutionnaire. En gros, le but, et ça s'était jamais fait avant, en tout cas pas à son époque, c'est que les spectateurs assistent à une tranche de vie incognito, cachée. Et pour qu'on puisse croire que c'est vraiment une scène de la vie réelle, il faut que ça fasse vrai. Bah, à l'époque, les films, ils n'existaient pas. Or, dans les films qu'on connaît, on est souvent placé, nous, dans une position de quelqu'un qui regarde des scènes de vie que quelqu'un d'autre a essayé de rendre réelles, réalistes. Être réaliste, ça serait quoi? Ça serait montrer les choses comme elles sont. Mais on verra que ça peut avoir plusieurs sens et qu'il peut y avoir plusieurs acceptions du réalisme. Eh bien, l'écran de télé ou de cinéma, c'est notre quatrième mur contemporain. Et donc en France, c'est Diderot qui le théorise le premier. Dans le discours sur la poésie dramatique, en 1758, il dit par exemple « Imaginez sur le bord du théâtre un grand mur qui vous sépare du parterre. Jouez comme si la toile ne se levait pas. » Il est en train de complètement repenser les codes du théâtre, et ça, c'est révolutionnaire. Il y a même un texte où il se met en scène, lui, Diderot, et où il parle avec un des protagonistes de sa pièce phare, une des seules qu'il a écrites d'ailleurs, son drame « Le Fils naturel ». Ce protagoniste lui dit « Cachez-vous dans cette armoire-là, parce que ça tombe bien, figurez-vous, cette histoire vraie qu'on a vraiment vécue, hein, eh bien, en famille, on se la rejoue régulièrement, une fois par an, mais juste pour nous. » Oh bah ça, c'est une sacrée coïncidence, hein, ça tombe bien. Ça y est, vous l'imaginez, là, Diderot coincé entre deux chemises et qui se demande quand est-ce qu'il va bien pouvoir sortir de cette foutue armoire. Ah ouais, ça c'était du réalisme super émouvant, mais maintenant sors s'il te plaît. Le seul problème dans son théâtre réaliste, c'est que ça l'est pas vraiment réaliste. Il multiplie les péripéties, les coups de théâtre et apparemment même les invraisemblances, d'après les notes. Et puis, il conserve les unités de lieu et de temps, alors tout se passe sur une journée, dans un seul endroit, et donc il se prend un peu les pieds là-dedans, quoi. Comme si, dans un film, on avait une caméra fixe et que l'action se déroulait d'une traite, sans ellipse, sans coupe, en temps réel. On risquerait carrément de se faire chier. Un peu comme avec une captation en caméra fixe au théâtre. Ça passe pas? Évidemment, j'exagère, il y a plein de pièces qui respectent ces unités et qui sont hyper intéressantes. Mais le réalisme coince ailleurs. Et l'unité de temps comme de lieu, ce sont des codes. Mais en fait, le réalisme, on a tendance à croire que c'est quand il n'y a aucun code. Mais c'est complètement faux. On accepte les films réalistes avec des coupures, des champs contre champs, des ellipses, heureusement d'ailleurs, des flashbacks, et même avec de la musique. La musique, est-ce que c'est réaliste? Alors bon, c'est codifié. C'est juste que les codes de notre époque, on les a tellement intégrés qu'on n'y fait plus attention, on les accepte. Et que les codes d'autres époques nous paraissent bizarres, risibles même. C'est pour ça que quand on lit Le Fils naturel de Diderot, qui est censé être réaliste et nous faire pleurer, hein, je le rappelle, on est mort de rire en fait. Voici par exemple la grande révélation de la fin. Mon fils, voilà ta sœur. Ma fille, voilà ton frère. Mon frère? Ma sœur? Dorval! Rosalie! Bon ok, j'en rajoute un petit peu, mais je vous laisse juge. En tout cas, le réalisme à l'époque, c'était clair, c'était l'unité de lieu et de temps. Voilà. Dans les films d'aujourd'hui, on voit bien que le réalisme n'en est pas tributaire. Sinon, tous les films se réaliseraient en plan séquence du début jusqu'à la fin. En fait, les films qui ont fonctionné comme ça, ils sont très rares. Vous avez l'impression que j'ai dérivé? Mais en fait, pas du tout.
Je parle du réalisme parce que le quatrième mur apparaît parfois comme condition du réalisme. Ben oui, quand est-ce qu'on brise le quatrième mur, au théâtre comme au cinéma? Quand les personnages s'adressent à nous, nous regardent, nous, public, et nous parlent, à travers une caméra, ou face à nous, en aparté, en avant-scène. Quand le personnage de Deadpool s'adresse à la caméra, on dit qu'il brise le quatrième mur. Il nous fait exister, nous, public, dans le cadre de la fable. Il s'adresse à nous, il rompt le pacte de réalisme qui stipule qu'on est invisible, caché dans l'armoire. Briser le quatrième mur, c'est métafictionnel, c'est rappeler que ceci est écrit, qu'il y a une écriture derrière tout ça, et que c'est justement pas une scène de la vie réelle. Et pourtant, conserver le quatrième mur, est-ce que ça veut nécessairement dire être plus réaliste? Là, je vais parler d'un exemple un peu sensible, donc je vous préviens, si vous voulez avancer d'une petite minute, vous êtes les bienvenus. C'est bon? Dans l'œuvre de théâtre documentaire Rwanda 94 du groupe OFF, qui parle du génocide des Tutsis au Rwanda, durant la première partie, Yolande Mukagasana, autrice qui a notamment coécrit la pièce Rwanda 94 et rescapée du génocide, témoigne de ce qu'elle a enduré. Je vous avais prévenu. Techniquement, ça s'inscrit dans ce qui est encore considéré comme du théâtre. Ça s'appelle du théâtre documentaire, ça se joue dans un théâtre, ça s'inscrit même dans un spectacle, puisqu'il y a d'autres parties ensuite. C'est vraiment le nom, c'est du théâtre documentaire. Et c'est une adresse directe au public. Et pourtant, on ne peut pas faire plus réaliste que ça. Bon, cet exemple-là, il est dur, mais c'est le seul auquel je pensais. Déjà, on se rend compte d'une chose. Le quatrième mur n'est nécessaire au réalisme qu'à condition de ne pas être dans une démarche documentaire. Reprenons. Le quatrième mur aura une longue vie et d'ardents défenseurs, avec par exemple un metteur en scène comme André Antoine qui dit « ras-le-bol de toujours devoir jouer de face, là le code, il faut toujours jouer de face parce que si tu tournes le dos, les gens ils t'entendent pas. » Dans la vie, on tourne aussi le dos, et ben là, sur le théâtre, on va tourner le dos, tiens, allez hop. Ou encore Constantin Stanislavski, qui ne va cesser sa quête d'un réalisme perfectionné, etc. À noter que vous entendrez peut-être parfois parler de l'expression « cinquième mur », expression que j'ai surtout entendue chez les anglophones, et qui renvoie un peu à tout et n'importe quoi. Pour les scénographes ou les décorateurs, ça peut renvoyer par exemple au plancher, mais aussi au plafond. Bah, du coup, déjà, mettez-vous d'accord, quoi. J'exagère, évidemment. Sinon, au théâtre, ça renvoie surtout à la rupture entre le monde fictif dont on parle, dont il est question dans la pièce, et la réalité immédiate de ce qui est sur scène, les comédiens, les accessoires, physiquement tels qu'ils sont là. Donc le cinquième mur, c'est par exemple la rupture entre le personnage et l'acteur ou l'actrice. Mais l'expression « cinquième mur » peut aussi renvoyer à la différence entre le public, critique ou non, d'une part, et les praticiens et praticiennes de théâtre. Donc, on l'a vu, il peut y avoir réalisme sans conservation du quatrième mur. Et inversement, il peut y avoir du quatrième mur sans qu'il y ait pour autant de réalisme. Wallace et Gromit et le mystère du lapin-garou ne brisent jamais le quatrième mur. Et pourtant, je crois bien qu'on peut à plusieurs égards estimer que ce film d'animation n'est pas réaliste. Oui, j'ai encore des DVD chez moi. Tout ça soulève plein de questions. Un type comme Bertolt Brecht, qui cherche souvent à briser le quatrième mur, est-ce qu'il ne cherche pas pour autant à être réaliste par d'autres biais? Mais en fait, où s'arrête et où commence le réalisme? C'est quoi vraiment les conditions du réalisme? Peut-on être réaliste dans une comédie musicale? Est-ce qu'un reportage sur une chaîne TV, c'est réaliste? Faut-il chercher à tout prix le réalisme? Mais si le réalisme nous ennuie et qu'on veut s'en débarrasser, est-ce qu'on peut pour autant en faire complètement l'économie? Et est-ce qu'une œuvre absolument non réaliste pourrait encore nous parler? Ah! Le quatrième mur, finalement, c'est comme le réalisme. Ce sont des codes insaisissables. Et s'ils nous ennuient lorsqu'on crée, peut-être que, plutôt que de les dénigrer, on pourrait les réinventer. On pourrait faire des films en caméra fixe et en action continue. On peut écrire des pièces en respectant l'unité de temps et de lieu. On peut constituer ou non un quatrième mur. Parce que la question, en art, c'est peut-être pas tant le code
que ce qu'on choisit d'en faire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner. Et j'en profite pour vous rappeler que j'ai créé une nouvelle chaîne, Côté Théâtre. Je vais y parler de toutes choses théâtrales. Et dans quelques instants, sur la droite de l'écran, j'espère que la droite elle est ici sur la vidéo finale, vous aurez une vidéo qui présente la chaîne en question. Et je vous laisse aussi un lien dans la description. Allez, c'est cadeau. Ah, et vous êtes plus de 300 à me suivre désormais. Alors merci. Merci beaucoup, et à dans une prochaine vidéo. Je vis enfin avec toi de l'autre côté du mur. J'évolue dans ce monde où la boue et l'argent ensemble se confondent.